Allez, bonsoir à tous et bienvenue pour ce 25e numéro de Behind the Ring. Nous attaquons une nouvelle semaine d'interviews pour aller à la rencontre des personnalités qui font le monde de la boxe et nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir en invité Cyril Diabaté, multiple champion du monde de boxe thaïlandaise et de kickboxing. Il a évolué dans de nombreuses disciplines de sport de combat, ce que nous allons découvrir avec lui. C'est vraiment un athlète multidisciplinaire qui a tout testé jusqu'aux arts martiaux. Il va vraiment nous expliquer. C'est l'un des premiers Français à avoir évolué dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Mixed Martial Arts, donc le MMA, mais avec l'ancêtre du Pride qui était l'ancêtre de l'UFC. Donc on va voir un peu comment a évolué tout ça et quel est aussi son regard sur l'avenir. Il est aujourd'hui manager et entraîneur de la Snake Team, célèbre team de MMA, et nous allons pouvoir partager ça avec vous. Salut Cyril. Salut, ça va? Salut, comment vas-tu? Ça va très bien. Super. Déjà, merci beaucoup d'être là. Ça nous fait vraiment plaisir d'accueillir quelqu'un comme toi. Vraiment, c'est très plaisant. Et je voudrais déjà te remercier de ta présence. C'est très gentil. C'est moi qui vous remercie. Bah non, écoute, tout le plaisir est pour nous, j'ai envie de dire. Alors Cyril, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu ton histoire, ton parcours, tes débuts, enfin voilà, pour qu'on déjà on puisse te connaître déjà d'un point de vue humain dans un premier temps. Alors j'ai commencé les sports de combat en début des années 90. Pareil, je fais partie de cette génération de gens qui ont grandi dans les années 80 et ont été bercés par les films de Jackie Chan, de Bruce Lee, de Jean-Claude Van Damme. Et donc, j'ai été vachement influencé par le cinéma d'action de l'époque. Et je voulais absolument faire des sports de combat. Et je crois que c'est en regardant Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme que Ouais. j'ai découvert la boxe thaï. Et donc, je voulais absolument faire de la boxe thaïlandaise. Et il y en avait pas trop dans les parages, là où j'habite. Et donc, je me suis inscrit avec Robert Paturel, qui est un grand champion Oui, de boxe la boxe française française, absolument. et qui a fait aussi du kick. Et donc, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Et c'est avec lui que j'ai commencé la boxe pied-point. Impeccable. Super. Robert Paturel, effectivement, un pionnier de la savate en France. Alors après, est-ce que tu peux me donner un peu de chiffres sur ta carrière? Donc justement, les compétitions que tu as fait, les titres majeurs, un nombre de combats pour qu'on puisse situer un peu le débat? Alors, j'ai à peu près une centaine de combats professionnels, toutes disciplines confondues. L'essentiel de ma carrière s'est fait dans les sports pied-point et dans les arts martiaux à percussion. Et j'ai un peu plus de 30, je crois que j'ai 35 combats en MMA. Donc voilà, j'ai touché à tout en fait. Ouais. J'ai touché aussi bien au sport de combat dit boxe différentes et aux arts martiaux qui comprenaient les coups portés, notamment le karaté Shidokan où les coups sont portés, on cherche le KO ou Sanda pareil. Et voilà, donc au milieu des années 90, je me suis intéressé au MMA parce que Robert m'avait passé une cassette des premiers UFC Ouais. et ce qui m'avait fasciné. Et donc j'étais vachement intéressé, vachement attiré par le côté sport plus complet, Complet, ouais, donc, absolument. donc plus efficace. Mais à l'époque, il n'y avait rien en France, donc j'ai fait un peu du bricolage. J'étais à la fac, donc je faisais du jujitsu traditionnel à la fac pour apprendre les projections, pour apprendre le rudiment des clés et ainsi de suite. Et en même temps, je continuais de faire ma carrière de boxeur. Je l'ai dit dans ton introduction, tu es un véritable combattant multidisciplinaire. Tu as vraiment testé plein de choses. Ce goût-là, il est venu pourquoi? C'est le goût de l'apprentissage, le goût du challenge. Raconte-nous un peu comment tu as fait, parce qu'on voit pas beaucoup de gens qui switchent comme ça de discipline. Comment est venu ce goût pour toucher à tout? Alors, ce qui m'intéressait dans les sports de combat, dans les arts martiaux, c'est le côté efficacité. Et en fait, quand je me suis mis à fond dans la boxe pied-point, c'était
la boxe thaï qui m'intéressait parce que pour moi, c'était la boxe, la forme de boxe la plus La plus complète. complète, absolument. Mm. Parce qu'il y avait les coups de coude, les coups de genoux, les projections qui n'existaient pas dans les autres disciplines pied-point. Mais en même temps, je me rendais compte que il y avait quand même pas mal de limites à ce sport et qu'il y avait des techniques, même dans les autres sports pied-point, qu'on retrouvait pas forcément en boxe thaï. Donc ça m'a donné envie d'aller de tester un petit peu à droite à gauche. C'est pour ça que j'ai combattu très vite dans d'autres disciplines que la boxe thaï. J'ai fait du kickboxing, j'ai fait même quelques combats en boxe française. Oui. Et après, quand j'ai découvert le MMA, c'est vraiment j'ai vraiment ressenti une fascination pour ce style parce que j'ai tout de suite compris que le, le combat véritable ne se limitait pas que debout, il n'y avait pas que Ouais. du combat debout, ça pouvait aller au sol. Et donc, il me manquait forcément un aspect primordial pour moi, c'était le combat au sol. Donc, j'ai été attiré par ça. Mais bon, il y en avait pas en France, donc il a fallu que je bricole un peu et que je prenne mon mal en patience. Oui, et ce mal en patience, j'ai envie de dire, donc il a bien évolué. Donc, toi, tu as connu toutes ces disciplines, tu as connu vraiment l'évolution de ce sport. Euh, déjà, comment tu as accueilli la nouvelle de la légalisation? J'imagine positivement, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as ressenti à ce moment-là, toi qui fais partie de ceux qui ont combattu aussi pour sa reconnaissance depuis plusieurs années? Alors, le premier sentiment, c'est un sentiment de soulagement et de satisfaction parce que, comme tu dis, ça fait très longtemps qu'on se bat pour que le sport soit reconnu et que ça soit légalisé en France. Hmm. Donc, ça faisait très, très longtemps que, comme beaucoup de passionnés français et de combattants français, on a mis la main à la pâte, on a Ouais. essayé de faire de la médiatisation autour du sport, et essayer de faire en sorte qu'il soit démocratisé, qu'il rentre dans les mœurs, et aussi combattre un lobbying anti-MMA qui s'était formé. On va y Donc, venir. effectivement, j'ai fait partie de cette génération de passionnés et de combattants qui se sont battus pour la légalisation. Donc, j'ai été forcément satisfait au niveau une reconnaissance Reconnaissance, ouais. bien 20 ans après ou 25 ans après, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Et en même temps, il y a une petite part de moi qui est frustrée parce que j'aurais voulu connaître cette légalisation, j'aurais voulu être Combattant, ouais. star française du MMA, tout simplement. Hmm. Être reconnue par ses co-citoyens, tu vois. Bien sûr. Ça aurait été forcément une autre carrière. Ah ouais, clairement. Là, c'est sûr que il y a un côté frustrant là-dedans. Alors c'est vrai que tu le dis, il y a un lobby qui s'était formé anti-MMA, mais qui a ensuite beaucoup évolué. Les acteurs des sports de combat en général ont vraiment soutenu, je parle notamment de la boxe au sens large, a vraiment soutenu l'évolution et l'avancée du MMA. Est-ce que tu peux aujourd'hui tordre le cou à ces détracteurs et nous expliquer en fait qu'il y a un vrai point de vue pédagogique avec le MMA. C'est un sport très complet, mais qui peut s'amener vraiment de manière simple, ludique, encadrée, pédagogique. Nous, ici, là, on est avec un public donc de débutants qui regardent majoritairement ce live. Est-ce que tu peux aujourd'hui expliquer à tout le monde vraiment ce qu'est l'essence de l'apprentissage du MMA? Alors l'essence du MMA, c'est vraiment un carrefour de plein de styles de combat différents, de plein d'arts martiaux différents. C'est des techniques qu'on va piocher dans le jiu-jitsu, des techniques qu'on va piocher dans la lutte, dans la boxe thaïlandaise, dans le karaté, dans tous ces arts martiaux qui sont reconnus depuis très longtemps dans le monde. Et nous, on va piocher un peu les différentes techniques et on va en faire un sport à part entière qui va regrouper, on va dire, les techniques les plus réalistes de chaque sport. Euh, Bien évidemment, quand on rentre dans une salle tenue par un sensei ou un maître ou un coach de MMA, peu importe comment on l'appelle, les mêmes valeurs sont diffusées que n'importe quel autre dojo ou n'importe quelle salle de sport. Je pense que les sports de combat et les arts martiaux, intrinsèquement, fondamentalement, transmettent des valeurs
arrivé à un certain niveau, à partir du moment où on est assidu dans notre pratique et qu'on se plonge dedans, il y a forcément des valeurs qui sont transmises parce que pour avoir des résultats, on est obligé de rentrer dans un cursus qui est fait de valeurs, qui est fait de sacrifices, de travail. D'accord, super. Pour parler un peu des jours maintenant de l'avenir du MMA, toi tu diriges, tu manages et entraînes une équipe qui s'appelle la Snake Team. Aujourd'hui, peux-tu nous dire dans ton club justement comment est mixé un peu le public entre les compétiteurs, peut-être des pros, des loisirs? Raconte-nous un peu comment ça se fait la vie d'un club de MMA aujourd'hui au quotidien pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe au quotidien dans la salle. Alors, un club de MMA, c'est comme n'importe quel club d'arts martiaux ou sport de combat, à savoir que il y a une petite partie du public qui va aller à la compétition. La grande majorité des gens qui s'inscrivent à la Snake Team, c'est des combattants, enfin des pratiquants loisirs qui vont pratiquer pour tout un tas de raisons. Ça peut être le bien-être, avoir une bonne condition physique, avoir confiance en soi, avoir tout un tas de choses que peuvent apporter les sports et encore plus les sports de combat et les arts martiaux. Et il y en a d'autres qui vont pousser le truc un peu plus loin et qui vont essayer de se challenger en allant en compétition. Euh, on dit qu'il y a 10 à 15% des pratiquants dans le MMA qui veulent faire de la compétition. C'est pas tout le monde. Donc Hmm. la Snake Team, Est-ce que c'est pas. c'est le cas à la Snake Team ou pas? Vous avez 10% de compétiteurs ou pas? Ouais, je pense que ouais, c'est entre Oui, 10 et 15% de très bien. compétiteurs. Ok. Ouais. Les autres viennent pour faire du MMA loisir Hmm. et sont pas intéressés par la compétition. Et ça prouve une fois de plus que c'est vraiment une discipline du grand public, très complète, accessible à tous et qui peut faire une excellente activité d'entretien. J'en suis persuadé. Tu confirmes ça? Ah oui, bien sûr. Ouais. Hmm. Et pour moi, il n'y a aucune différence avec la seule différence entre le MMA et les autres sports de combat et les autres arts martiaux, c'est que le dernier sport en date, le dernier sport de combat en date à avoir eu une mauvaise presse, c'est le MMA. Hmm. C'est le seul, c'est la seule différence. Avant, si on remonte en arrière de 40, 50 ans, bah, c'était d'autres sports de combat, d'autres arts martiaux qui avaient la mauvaise presse. C'était le karaté à une époque, ça a été la boxe américaine à une époque, le kickboxing, la boxe La thaï. boxe taille, absolument, dans les années Voilà, donc, 80. Ouais. voilà, donc tous ces sports de combat qui sont reconnus aujourd'hui, qui Ils sont causent passés aucun par une problème. époque un peu difficile Voilà. aussi, hein, Il y a absolument. eu un Ouais. rejet, il y a eu un rejet au début. Et donc, le MMA, ça a duré un peu plus longtemps parce que encore une fois, il y a ce lobby anti-MMA qui s'est mis en place et qui a donné du carburant, on va dire, à la mauvaise presse. Mais c'était qu'il fallait laisser passer l'orage, on va dire, et Ouais. qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'au bout d'un certain temps, ça soit reconnu et légalisé. Absolument, et je partage vraiment ces mots. Je suis totalement d'accord avec ça. Il y a beaucoup de valeur là-dedans, et ce que tu viens de dire, c'est vraiment le reflet de ce qu'on doit penser. Aujourd'hui, c'est quoi tes projets pour l'avenir avec la Snake Team? Il y a des choses en préparation, des compètes. Alors, tout le monde parle de l'UFC. C'est vrai que c'est la compétition la plus visible aujourd'hui dans le MMA. Est-ce que tu peux nous parler un peu du monde de la compétition et de ta team à toi, savoir ce que vous avez comme échéance, s'il y en a? Alors, forcément, cette crise sanitaire a causé tout un tas de problèmes pour les sportifs, mais aussi pour les organisateurs. Il y a énormément d'organisateurs qui se retrouvent dans des difficultés financières parce qu'ils avaient des impératifs, il fallait qu'ils organisent, qu'ils fassent un certain chiffre d'affaires qu'ils n'ont pas pu faire. Pareil avec les sportifs de haut niveau, les combattants de haut niveau du MMA qui vivent une partie de leur rentrée d'argent, c'est combattre. Et donc, quand il n'y a plus de combat, ils se retrouvent un Ouais. petit peu dans la merde. Et donc, c'est une situation un peu problématique. Je pense que c'est une situation que beaucoup de gens vivent à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que dans le milieu du MMA, je sais qu'il y a énormément de gens qui le ressentent durement. Moi, le premier, parce que ma salle est fermée et que ma salle génère de l'argent, génère des salaires, ainsi de suite. Donc, c'est compliqué aujourd'hui.
Ceci étant dit, on sait qu'il y a des combats qui vont se préparer, notamment en Asie. Je pense que c'est le côté, euh, du côté de l'Asie où les choses vont se débloquer plus vite. Mhm. Forcément, il y a l'UFC qui organise, mais à compte-gouttes, parce que aussi ils ont des impératifs financiers qui font que ils peuvent pas s'arrêter à 3 mois. Donc, ils ont été obligés d'organiser d'ailleurs avant-hier. Mais voilà, donc il y a des combats qui se préparent. Euh, les combattants se démènent un petit peu individuellement, chacun de leur côté, pour essayer de garder un certain niveau physique. Ceux qui peuvent, ils se voient en couple ou en groupe restreint pour s'entraîner. C'est des gens qui ont des tests de toute façon médicaux régulièrement Bien pour sûr. voir si tout se passe bien. Donc voilà, ouais, c'est Ok. une situation compliquée, mais on essaie de faire avec. Super. Euh, on s'organise effectivement pour l'avenir. Est-ce que tu peux nous parler un peu en compétition du niveau du MMA français? Qu'est-ce que ça représente dans le monde? Tu peux nous placer un petit peu la place de la France dans la planète du MMA? Bah, c'est simple, je pense que vu le contexte français, c'est-à-dire que le sport jusqu'à très récemment, le sport était considéré comme illégal en France. Malgré cela, il y a quand même eu des profs et des clubs de MMA depuis très longtemps. Alors c'est la compétition, je vais On parle bien de reformuler, compétition. la compétition qui était interdite en France. La pratique est autorisée depuis les débuts. On a avec ce contexte-là, sachant qu'il n'y a pas donc il y a pas de circuit national de MMA jusqu'à preuve du contraire. Et malgré cela, on a quand même sorti des combattants de très très haut niveau, à savoir des combattants de l'UFC, des combattants du Pride, des combattants du Rizin, des combattants du Bellator, ainsi de suite. Donc, ce qui se fait de mieux en MMA, avec le contexte qu'on connaît. Donc, demain, ça va être légalisé. Demain, il va y avoir un circuit amateur, semi-pro et professionnel en France, avec des structures fédérales avec des vrais enseignants qui ont passé un cursus normal d'enseignants en C'est bien. France. C'est-à-dire un des meilleurs niveaux dans le monde au niveau des coachs, avec tout ce qui est éducatif et les systèmes qu'on a mis en France depuis très très longtemps pour former les profs. C'est considéré comme un des systèmes les plus performants au monde. Et donc, on va bénéficier de tout ça. Donc, si hier, quand le sport était illégal, on a quand même réussi à sortir des combattants de très très haut niveau qui allaient au Pride, qui Ouais. allaient à l'UFC, Qu'est-ce demain, que quand ça ça va être? sera légalisé avec toute la structure qu'on n'a jamais eue, ça va exploser, j'en suis Ouais. persuadé. Ouais, là, pour le coup, on a tout en France, je crois, pour devenir une place forte du MMA dans le monde de la compétition, clairement, hein. Ouais, ouais, quand j'emmène mes combattants en Russie, par exemple, qui est une nation qui est connue Ouais. comme étant une nation dure dans tous les sports de combat d'ailleurs, Mm. une nation dure, quand ils nous voient arriver, ils flippent Ils ont un peu. peur, Ils hein. savent que Ouais. les combattants français sont des C'est guerriers, sérieux, ouais. qui ont un gros niveau technique et qu'il faut pas les prendre à la légère. J'ai toujours eu énormément de respect de la part des camps adverses en allant en Russie, surtout parce que on s'est fait un nom en Russie. On a gagné des tournois majeurs en Russie depuis presque 20 ans maintenant. Euh, donc, on a un gros nom et à chaque fois qu'on y a été, on a été respecté. Et je pense que d'une manière générale, dans le monde, euh, les combattants français sont de plus en plus respectés dans cette discipline. Et d'ailleurs, pour parler des sports de combat au sens large, il y a beaucoup de qualités en France dans les sports pieds-points, les sports de combat. Est-ce que tu penses qu'il y a des athlètes qui vont maintenant migrer en fait d'autres disciplines vers le MMA? C'est un peu la suite logique. Quand tu as fait le tour comme toi de la boxe thaï ou du kickboxing, tu as envie de compléter avec des pratiques de lutte, puis ensuite des pratiques au sol. Est-ce que tu penses que c'est l'avenir des sports de strike, entre guillemets? Alors, il y a déjà ce phénomène.
Ça fait déjà quelques années qu'il y a des sportifs d'autres sports qui ont déjà eu des grosses carrières dans, je sais pas moi, dans le kickboxing ou la boxe thaï, mon parcours un peu, ayant des palmarès et qui ont fait le chemin pour aller en MMA. Ça s'est accéléré ces dernières années parce qu'il y a eu une grosse médiatisation du sport avec les Conor McGregor et ce qui Ouais. s'ensuit. Et là, avec cette nouvelle de la légalisation, j'ai vu un regain d'intérêt certain Ouais. pour cette discipline de la part de plein de sportifs différents. Et donc, il y a plein de sportifs issus de plein de styles différents qui m'ont contacté parce qu'ils sont intéressés par une carrière en MMA. Très bien. Je voudrais parler un peu justement de l'apprentissage ou de la transition vers le MMA. Quelles sont, selon toi, en tant que formateur, des qualités pour être un bon combattant en MMA? Alors, les bonnes qualités pour être un bon combattant en MMA, c'est les mêmes qualités pour être un bon combattant dans n'importe quel sport de combat ou n'importe quel art martial. C'est de la détermination avant tout. Le talent, c'est relégué je sais pas moi, la troisième place ou la quatrième Ouais. place, voire la cinquième place. Quelqu'un de talentueux ne sera pas forcément un grand champion, alors que quelqu'un qui fait preuve d'une détermination à toute épreuve a de fortes chances d'arriver à son but. Et aujourd'hui, voilà, c'est cette qualité-là que je recherche chez les gens, c'est la détermination. Et ça se sonde assez vite. On le voit assez vite. Quelqu'un de talentueux, on va le voir tout de suite. Et quelqu'un de déterminé, ça va prendre un peu plus de temps, mais ça va être aussi quelque chose qui va taper dans l'œil du coach. Est-ce que dans ton club, ou est-ce que tu as déjà accompagné des athlètes qui venaient d'un autre univers que de la boxe thaï ou du kick? Est-ce que tu as, par exemple, des gens qui venaient du monde du sol, peut-être du judo, de la lutte, ou ce genre de choses? Est-ce que tu as eu Ouais. ce genre de profil déjà? Alors, je suis coach depuis 1996. La Snake Team existe depuis 1999. J'imagine bien que des sportifs de tout horizon. On a vu, hein. Mais j'ai vraiment tout eu comme sportif et de non sportifs d'ailleurs. J'ai eu des footballeurs semi-pro qui se mettaient au MMA et qui devenaient champions. J'ai eu des champions d'ex-champions de judo qui se mettaient au MMA, ainsi de suite. Donc il y a vraiment de tout. Hein. C'est vraiment parce que en plus de ça, c'est une discipline qui est relativement neuve et qui est fascinante. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'être passionné par les sports de combat ou les arts martiaux pour être fasciné par une image de gens qui rentrent dans un octogone et qui se mettent sur la gueule. Donc, Absolument. je pense que c'est quelque chose qui titille la curiosité de tout le monde. Donc, à partir du moment où tu es sportif et que tu es compétiteur et que tu as cet amour du challenge, forcément, quand tu vois des gens en train de rentrer dans une cage pour s'affronter, ce qui est, à mon sens, euh, le symbole ultime de l'affrontement mano à mano, t'es forcément fasciné par le truc et forcément attiré par le truc. Clairement. Ouais, je partage tout à fait cette phrase. Le, pour conclure, Cyril, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Donc, c'est quoi tes projets donc, à moyen long terme? Euh, comment va se construire la carrière après le confinement? Et qu'est-ce que tu envisages ensuite déjà, qu'est-ce que tu souhaites pour le MMA et puis ensuite pour toi dans cet univers pour l'avenir? Alors, l'avenir proche, c'est des combats pour la Snake Team. On a déjà des propositions de combats pour la Corée, l'Amérique du Sud. Donc, il y a ces combats-là à préparer. Il y a la rentrée des sportifs. Alors on essaie de voir quelle formule on va proposer aux adhérents de la Snake Team, sachant que pour l'instant, il n'y a pas encore de contact. Et puis préparer la rentrée, préparer la légalisation du MMA et la mise en place des futures compétitions. J'ai envie pourquoi pas, faire de la promotion à un moment donné, de faire des galas de MMA. Intéressant. Et donc voilà, donc plein de petits projets à droite à gauche. On essaie aussi de voir si on peut pas
ouvrir différentes antennes de la Snake Team. Bien. Ça serait bien. C'est un projet que j'ai depuis très longtemps. Il faut que ça soit dans les bonnes conditions. Et pourquoi pas profiter de la légalisation du sport pour essayer de trouver des partenaires financiers et faire une véritable chaîne Snake Team. Eh ben, clairement, écoute, c'est tout ce que je te souhaite vraiment dans ce beau développement, un sport qui mérite vraiment le respect, la noblesse. Et je trouve sincèrement que c'est vraiment quelque chose de fascinant, de très complet. Et je suis convaincu que comme d'autres disciplines par le passé, elle aura aussi ses lettres de noblesse et sa part de respect dans l'avenir, j'en suis sûr. En tout cas, merci beaucoup Cyril à toi du temps que tu as pris avec nous pour échanger. Tu fais partie vraiment de ceux qui ont combattu vraiment en France. T'es légendaire, j'ai envie de le dire, sur les sports de combat. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir participé à ce moment avec nous. Merci à vous. Nickel. Et je vous rappelle à tous, si vous voulez retrouver l'interview de Cyril, que vous pouvez la retrouver pendant 24 heures dans la story du compte Instagram. Et vous pouvez également retrouver toutes les interviews de Behind the Ring directement sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup à toi et bonne Merci à toi. continuation et longue vie au MMA et longue vie à la Snake Team. Merci. À bientôt. Salut, ciao.